30 previews En 30 jours. Yes sir. Une par jour. Ouais. Ça bouge pas, ça change pas. Jamais. Comme les Wizards. C'est ça. Ça ne bouge jamais. J'ai mis le pull marin, moi, pour les Wizards. Ouais, parce que j'ai l'impression que ça va tanguer cette année. J'ai l'impression qu'il va y avoir des remous. Est-ce que vous connaissez Titanic? Ce sont les 30 previews en 30 jours. Alex, nous sommes sur... allez, encore quelques petites previews à distance et après retour dans les poufs. Hein. Ouais, voilà, exactement. Enfin, tout va bien en fait. Hein. C'est juste qu'on respecte les préceptes gouvernementaux à la lettre. Exactement. J'ai même croisé des copains... La pertinence n'est pas forcément au top, mais on respecte. Voilà. La règle est à chier, mais on la suit les yeux fermés. On est bon. C'est bien ça. Vous pouvez bien évidemment débattre de ça ou d'autres choses dans les commentaires. Ce sont les 30 previews en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne YouTube préférée. Alex, on arrive bientôt au tiers, le fameux tiers, le tailleur. C'est bien. Ça veut dire que ça avance. Ça veut dire aussi que petit à petit, on monte en grade en termes d'équipe. Qu'on preview. Donc là, les fans des Knicks et des Blazers me disent what the fuck, pourquoi les Wizards ils passent après nous et tout. Pourquoi mais on n'a pas encore vu. J'ai bien aimé les fans des Knicks, les Blazers. Mais on n'a pas encore vu les Kings. Mais comment ça? Comment est-ce que cette merde de franchise de Charlotte est après nous? Je tiens à préciser qu'il y a un manque de respect vis-à-vis des Kings qui est absolument insupportable. Alors tout à fait. Et tu fais bien de le préciser, Alex. Et je précise. Droit devant la caméra. Je tiens formellement à m'excuser auprès de la fanbase du Thunder. Tu parles, j'en ai absolument rien à foutre. Rien à battre. Allez, faut bien qu'on rigole. On essaye de faire du mieux qu'on peut, mon cher Exinator. Ouais, bien sûr. On fait du mieux qu'on peut et tout. Voilà. Et puis voilà, on verra. Le terrain nous dira si encore une fois on a fait une preview catastrophique ou si on était plus ou moins proche de la réalité. Après, tu vois, c'est voilà. Exactement, c'est le jeu. Et d'ailleurs, on en rigole tous et toutes et tous. On vous attend à la fois dans les commentaires et pour débattre, parce que l'objet de ce truc, même s'il y a eu quelques petits accrochages sur les réseaux sociaux, le but c'est justement d'évoluer sur ces questions qu'on pose. Parfois, est-ce que monter un transfert autour de Shai Alexander, c'est par exemple que du pipeau, ou est-ce que Youssouf Nourkic a sa place ou non dans un starting line-up en NBA en 2022 Ce genre de petites choses. Écoute, dans tous les cas, voilà, c'est ce qu'on fait, ce qu'on essaie de faire dans les 30 previews en 30 jours. Donc c'est bien, ça vit, ça discute. Oui, bien sûr. Ça vit, ça discute. Les gens restent désagréables, cordiaux ou cordiaux sur les réseaux sociaux, c'est parfait. Exactement. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, on fait les Wizards, après les Blazers, après les Knicks. C'est ça. Oui. Et prenez justement exemple sur ces fanbases, à la belle fanbase des Wizards qui se comptent sur les doigts d'une main, qui eux sont patients depuis des siècles et se prennent punchline sur punchline. Inspirez, respirez. Alex, on va être pendant 8 mois ensemble, donc voilà, faut aussi se dire que ça reste que du basket et qu'on est là justement pour s'éclater autour de belles franchises. 9 mois. 9 mois. 1 mois de preview. 6 mois de régulière, 2 mois de play-off. Exactement, avec la pré-saison qui va bientôt démarrer. Oh putain, je suis chaud patate. Ce qui est sûr et certain dans tous les cas, c'est que le programme, il reste le même. Même pour une franchise, pas très loin de la Maison Blanche. On va faire, comme d'hab, toutes les sections que vous connaissez, avec le coup d'heure rétro, avec le fameux marché de l'été, le 5 majeur, la question de la mort, le trophée du peuple, la petite côte qui va bien comme il faut. Alex le rappelle, évident, même s'il y a des vidéos, c'est bien, mais il faut aussi lire sur le site de Trash Talk. Bien sûr, il faut lire, il y a beaucoup de choses à lire. Alors c'est vrai que lire, ça fait un peu plus mal à la tête que de regarder une vidéo. Et puis ça oblige à se concentrer, c'est relou, c'est pas agréable. Mais ça permet aussi, notamment avec tout le travail de Nico, de Giovanni, de Arthur, de Alexandre Topin et tout un tas d'autres gens sur le site, de diversifier encore plus les sujets. Tous les jours, il y a entre 10-12 articles concernant l'équipe du jour. Donc, aujourd'hui, il y a 10-12 articles sur les Wizards. Tout à fait. Donc là, je vous cache pas que les sujets, il faut les trouver. Ouais.
Mais, alors Tommy mais Shepard, on a réussi. Ouais. Mais on a réussi. Écoute, Oui, on a bien voilà. creusé avec les gars et je peux te dire Ouais. qu'on a trouvé des thèmes. Mais n'empêche, ça a soupiré fort lors de la réunion de rédac, mais, bien sûr, mais on a trouvé. Mais on a trouvé. Et c'est marrant que tu mentionnes ça parce que c'est aussi tout à fait important. Il y a parfois des sujets qu'on n'aborde pas forcément dans la vidéo qui sont abordés en longueur dans ces papiers, notamment un thème que tu avais abordé sur notre cher preview, notamment d'OKC, sur la compatibilité entre Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey. Eh bien, c'était évolué en papier de la part de la rédaction. Donc, n'hésitez pas à foncer sur le site. Parfois, il y a des choses qui sont dites dans la vidéo de preview avec lesquelles des articles du site ne vont pas être d'accord. Voilà. Parce que ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont derrière. Ah, ce sont les petits rappels annuels. Voilà. Mais c'est pas mal. Voilà. C'est bien c'est aussi, c'est toujours le retour aux choses, tout ça. Évidemment, chacun y va avec son niveau de passion. Et donc, justement, la passion, on l'attend aussi dans cette vidéo d'aujourd'hui, dans celle de demain et d'après-demain. Je pense qu'on a dit à peu près tout. Oui, si vous voulez jouer à la TTFL, Trash Talk Fantasy League, n'hésitez pas à vous inscrire là dans les prochaines semaines parce que ça va reprendre la bataille avec notamment un Bradley Beal qu'on va attendre tout feu tout flamme, Alex, parce que ça a été un gros fournisseur de points TTFL quand même par le passé. Ah ouais, gros fournisseur. Attends, tu rigoles. C'est même, il y a même eu des périodes où c'était une premium, comme on dit, une valeur sûre. C'est un top pick. Et on l'espère le retrouver en top pick, monsieur Bradley Beal. On va pouvoir enchaîner. Tu étais prêt ou on est bon sur l'intro ? Ouais, je pense qu'on est bien sur l'intro, carrément. Très bien. Vous savez que les voitures présidentielles, on respecte. On se met sur le côté. Et justement, en disant « Welcome to the President », de coup d'œil in the... Rétroviseur. Oh là là, dis donc, qu'est-ce que c'est que cette saison de merde ? Alors, ouh. Bilan numérique, Alex, 82 matchs, combien de défaites ? Combien de défaites ? 47. Donc 35 si victoires. Je ne m'abuse. Ouais, 35 victoires. Alors, c'était la première saison au coaching de Wes Unseld Jr. Tout à fait. Je parle de lui tout de suite parce que ça permet de résoudre l'indice pour certains et certaines qui cherchaient l'indice. Hein. L'indice, c'était le fils sur les traces de son père, donc Wes Unseld Jr., fils de Wes Unseld, qui est l'un des artisans, Wes Unseld le papa, qui est l'un des artisans, paix à son âme, tout à fait, qui est l'un des artisans du plus grand succès de cette franchise, on va pas se raconter de salade, qui est un titre en 78. Tout à fait. Si je me trompe pas. Tout à fait. Et pendant toute la décennie d'ailleurs des années 70, Wes Unseld a été l'un des piliers du succès des Washington Bullets à l'époque. Les boulettes. Exactement. Baltimore même, non, il a dû faire Baltimore et Washington. Il a fait Baltimore et Washington, papa. puisque même papa Wes Unseld, puisque même celles et ceux qui ont le gros fait important de sa carrière, c'est que ils sont pas beaucoup à avoir été rookie de l'année et MVP la même saison. Voilà. Wes Unseld, il y est. Donc c'est vrai que comme tu le dis, c'était la première saison de Wes Unseld Junior. Au coaching, un coach dont on disait beaucoup de bien suite à son passage en tant qu'assistant à Denver. Bien sûr. Si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et je ne sais pas si c'est sur cette saison-là qu'on va le plus le juger, puisqu'on va en parler là dans le coup d'œil dans le rétro. Par exemple, premier truc que j'ai envie de dire, Bradley Beal, seulement 40 matchs joués. Donc ça c'est vrai que tout de suite, ça arrive, c'est pas de la faute du coach, et par contre, ça arrange pas ses affaires. Il a essayé de compter sur son franchise et on a plus passé de temps à zoomer sur la tête de Bradley Beal dès qu'il essayait de jouer et qu'il y avait des grosses défaites, c'est sûr. C'est ça. Ça a fait mal. Il y a aussi Tommy Shepard, le general manager, qui lui est encore en pleine réflexion, construction du groupe et comment on fait pour, j'allais dire, retrouver les hauteurs de la ligue, mais les Wizards ça fait un sacré bail, donc faudrait déjà les trouver au lieu de les retrouver. Tout à fait. Il y a quand même eu un gros trade à la trade deadline, mine de rien. Bien sûr. Autour de la trade deadline, autour de Porzingis quand même. Ouais. C'était même le soir de la trade deadline, je crois qu'on l'a commenté. C'est le soir de la trade deadline. Il y a chronologiquement. Pour reprendre notamment certains là, des éléments. J'ai pas fait du tout la chronologie. Vas-y. Je me permets comme ça, après tu peux mettre tes petites ponctuations comme tu aimes si bien faire. Le début de saison des Wizards est très bon. Un des faits d'armes notamment, c'est que sur le premier mois de compétition, on se dit oh putain, ça défend, ils ont un banc avec Montrezl Harrell, ça va cartonner, il n'y a pas de problème. Ces Kyle Wizards Kuzma sont-ils la grosse surprise de l'Est ? Tout à fait, Kyle Kuzma, dont on va reparler, qui est absolument énorme. Et puis...
Je suis obligé de faire une petite dédicace quand même pour Simon qui, à l'addition, nous a quand même sorti une de ses premières masterclass avec le fameux bus dans la gueule de Washington. C'est vrai que c'est de la faute de Simon tout ça. Cet extrait est disponible sur cette chaîne et sur Twitter. Les Wizards sont top 4 de l'Est et il dit ça sent le bus en pleine tronche. Et derrière, ils vont passer de top 4 à top 12. C'est là notamment que Alex, comme tu le disais à l'instant et je te retends la perche, on arrive en février avec un momentum dégueulasse et là, boum, ce qui avait marché pendant quelques mois avec Davis Bertans, ça dégage et avec Spencer Dinwiddie, pareil. Et du coup, c'est là aussi où on se rend compte, on avait un peu oublié grâce au bon début de saison, et Wes Unseld Jr., les principes de jeu qu'il a amenés, on disait waouh, trop bien et tout. Et c'est aussi ce trade à la deadline qui nous fait aussi retomber encore plus sur terre, où on se dit ah oui, c'est vrai qu'ils en sont quand même que là, les Wizards encore. Ils en sont encore que là. Alors ils récupèrent Porzingis. Tu le récupères à la deadline, d'abord en galère à Dallas, Porzingis, on va parler de lui pendant cette preview, qui nous a fait une deuxième partie de saison où il a joué que 17 ou 18... Attends, bouge pas. 17 matchs, 22 points, 9 rebonds, 3 passes pour Monsieur Porzingis sous le maillot des Wizards. Donc statistiquement parlant... il y avait tout à faire. C'est une ligne... Qui est très 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 honnête de la part de Porzingis, mais globalement on a senti que du coup il y avait des recherches de est-ce que c'est un 5, est-ce que c'est un 4, quel est son poste, est-ce qu'on met Kuzma à côté, comment on fait et tout. C'était les prémices, Des questions qu'on risque de se poser dans cette preview. Bien sûr, dont on va reparler, spoiler totalement, mais c'est vrai qu'on a eu quelques matchs de Kristaps Porzingis. Dans les grosses images de la saison, on parle de ce transfert de Spencer Dinwiddie où on espérait que Spencer Dinwiddie de retour de blessure soit le meneur aux côtés de Bradley Beal et que ça ce s'est pas bien passé pour lui dans le fonctionner. vestiaire. Ça s'est pas passé ni sur le terrain ni dans le vestiaire. On a Davis Bertans qui s'embrouille avec Deni Avdija, on a Spencer Dinwiddie qui s'est embrouillé avec d'autres garçons, on a aussi du Montrezl qui sera gentil de faire ses valises pour aller du côté de Charlotte en deuxième partie de saison. Dans un premier temps. C'est ça. Donc c'est vrai que quand on a fait la preview de l'année dernière, on avait dit finalement cette espèce de trade avorté entre les Lakers et les Wizards autour de Westbrook, tu sais, on se disait putain, qu'est-ce qui va se passer finalement, ou avec les Kings, Bud Hill, tout ça. Finalement, excusez-moi la phrase, c'était plutôt de faire le trade avec du Bud Hill et finalement ça se passe avec Kuzma qui va du côté de Washington et compagnie. On se disait purée, ils vont pouvoir compter sur Kentavious Caldwell-Pope, Kuzma et compagnie, mais assez rapidement, entre les défaites qui s'enchaînent et surtout, il faut le dire, un Bradley Beal moyen, je veux dire, le franchise player n'a pas répondu présent sur sa saison. Sur sa saison de contrat en plus. Il n'a pas répondu présent. Non, je suis d'accord. Je trouve ça un poil dur, mais je suis d'accord sur le fond. Après, il y a eu de la blessure quand même aussi où j'ai rêvé. Non, mais tout à fait. Mais il y a deux choses dans la saison de Bradley Beal, si je peux me permettre. Il y a tout à fait, tu as raison, la blessure en deuxième partie. Mais en première partie de saison, s'il y en a un qui n'est pas dans ses pompes, qui n'est pas dans ses pourcentages, c'est vrai, où on passe l'automne à dire qu'est-ce qui se passe avec Bradley Beal, on en a fait toute une caisse parce qu'en fait, il n'arrivait pas à être dans ses standards. C'était même pas des standards de vouloir essayer de plus distribuer le ballon. Il a essayé, mais oui, je suis un peu dur avec Bradley Beal, mais c'est aussi parce qu'on a passé les mois suivants à se poser une seule question, c'est qui va aller demander un contrat à 250 millions dont on va reparler? C'est un mec qui a joué au max ou c'est un mec qui a fait une saison blessée et très moyenne? Ça a été malheureusement une des grosses parties du coup dans le rétro des Wizards. C'est vrai, mais c'est vrai que je vois ce que tu veux dire. Après, personnellement, je l'ai pas trouvé si nul que ça. En fait, dans le jeu, je l'ai trouvé dans l'attitude. J'ai pas trop kiffé le côté leader de Bradley Beal. Mais dans le jeu, dans le jeu, ça reste un joueur très au-dessus de la mêlée. Ça reste un des tout meilleurs arrières de la ligue. Et même quand il est pas bon, il a 23 points, 6 ou 7 passes. Même quand il est pas, entre guillemets, pas bon, pas au top, quoi. Bien sûr, qu'on soit d'accord, je suis pas en train de dire que c'est Eddie House. Je veux dire, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Critique pas Eddie House. Non, mais je veux dire, j'ai pas dit ça, évidemment. Qu'avant que les fans des Wizards se jettent sur la phrase en pâture, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce que je dis simplement, c'est que par rapport aux attentes qu'il y avait, on parlait de Bradley Beal qui venait d'être meilleur marqueur de la NBA à égalité quasi avec Stephen Curry. Il n'a pas été au rendez-vous. Et donc, du coup, il y a eu beaucoup de punchlines sur lui. Donc, dans le mood global autour des Wizards, à partir de janvier-février, tout ce que les gens ont commencé à vouloir savoir, c'est
attends, et même nous on a rigolé Alex, on s'est dit, les Wizards ils vont donner 250 millions de dollars à Bradley Beal. Le mood c'était pas genre c'est normal, basta cozy et on y va. Le mood il était dégueulasse. Dégueulasse. Dégueulasse et surtout il y avait en fait t'as l'impression aussi on a eu cette sensation pendant toute la saison dernière de en attaque, ah ouais, il y aurait des trucs à faire, mais bon, ça reste quand même très average, voire en dessous de l'average. Et puis défensivement, les grands principes de début de saison où on avait l'impression que toute l'équipe se battait comme des chiens et tout ça, ça finit quand même 25e au defensive rating, cette affaire. Ça a explosé. Sur la saison, donc ça a quand même bien explosé en vol. C'était un des points mis en avant par Tommy Shepard notamment, c'est que le vestiaire, ils se sont rendus compte qu'en fait, il tenait pas. Voilà. Il y a eu des bastons dans tous les sens, il y a eu des embrouilles dans tous les sens et notamment des bastons, donc ça a mené à certains vestiaires parce qu'il y a eu des insatisfactions au niveau des temps de jeu. Rui Hachimura n'était pas là pour des raisons personnelles après un gros été Jeux Olympiques Tokyo qui fait que son début de saison a été décalé. C'était vraiment une saison compliquée pour les fans de Washington et j'en reviens au point que tu mentionnais au tout début, c'est que on peut pas non plus juger Wes Unseld sur sa première saison vu le contexte dans lequel il a été. Tu peux pas. C'est compliqué. On a vraiment eu un petit début de saison avec un frémissement vraiment sympa et après très vite ça a été une descente, une lente descente. C'est ça. Si j'ose dire ainsi. Maintenant, avant de te tendre la transition, tu as raison, on va en reparler dans d'autres sections, mais impossible de faire le coup d'œil en rétro sans parler du pull rose de Kyle Kuzma, du poster sur Joel Embiid, de Money Time. La saison globale de Kuzma à Washington est vraiment superbe et il en parle notamment en disant qu'il avait besoin de se relancer et de cet amour de la part d'une nouvelle ville parce que ça a été assez difficile du côté de Los Angeles pour le finish. Kuzma, Alex, a été vraiment un des gars les plus kiffants de Washington. 17 points de moyenne à 45% au tir, il y a plus de 8 rebonds, il y a 3 passes et demi de moyenne. Ouais. Ça, tu vois, limite, c'est presque la stat qui va plus m'impressionner dans la saison de Kuzma. Ouais, il a tenté du triple-double et tout. Exactement, c'est les stats, c'est son côté rebond-passe. Parce que tu vois, Kuzma qui score, qui rentre des tirs, on l'avait déjà vu ça chez les Lakers notamment. Là, il était juste diablement clutch quand même. Là, diablement clutch. Dingue. On se doutait qu'il pouvait gober du rebond, mais à ce point-là, moi, j'étais pas sûr. Et puis en plus, il trouve qu'il y a eu du progrès. Après, toute la question qui découle un peu, enfin une des questions qui vont découler de ce coup d'œil dans le rétro, c'est si t'es Wes Unseld et si t'es Tommy Shepard, surtout Tommy Shepard, comment tu fais avec ce Kuzma, ce Porzingis que t'as récupéré, ce Bradley Beal à qui, on va en parler, t'as donné 3-4 sauts. Comment tu fais, qu'est-ce que tu récupères comme joueur pour en faire enfin des Wizards une équipe où on se dit ok, donc cette année les Wizards ils vont faire top 6 comme à l'époque de John Wall ou 2016, de John 2017, Wall, voilà c'est ça, Marcin Gortat, John Wall et Bradley Beal, le trio magique. Kelly Oubre, tout le monde se ramène en noir face aux Celtics, la fine équipe comme on dit. Mais c'est sûr en noir face aux Celtics. Ils s'étaient ramenés en noir en disant ce soir c'est funérailles. Quand ils jouaient les demi-finales de conférence face aux Celtics, ils avaient dit ce soir on se ramène en noir tous habillés. T'en souviens pas? Ils avaient dit ah non, j'ai perdu Alexinator. Alors je vais vous raconter l'histoire pendant ce temps-là. C'est bon? Oh là, j'ai un petit bug, mais ça vient de mon ordi. Ok, pas de souci. T'inquiète, j'étais en train de raconter l'histoire, je te refais juste... j'ai entendu l'histoire en noir contre les Celtics. Oui, tu sais, c'était en demi-finale de play-off. Et on avait Washington qui s'était ramené en noir au stade en disant ce soir c'est funérailles, on va les terminer. Enfin bref, c'était une belle époque, mais c'est vrai que c'était il y a plus de 5 ans là maintenant. Il n'y avait pas une histoire de Celtics Knicks aussi comme ça là Ah si, bon après ça a été un il y a eu ça en noir là, l'histoire de... Ouais, c'est ça, on est d'accord. Ouais, t'inquiète. C'est pour ça que j'ai confondu. Que des légendes. Bref, en tout cas, Tommy Shepard, lui, c'est bien de récupérer Porzingis, mais est-ce qu'il est capable de nous construire une team compétitive? Eh ben on va savoir ça tout de suite, n'est-ce pas? Voilà, exactement. On va regarder ça tout de suite dans le marché de l'été. Oh, le grand tableau! Pas mal. Et assez fourni, hein? Le grand tableau, tout à fait, avec des arrivées, des départs, des prolongations. Alex, je te propose, avant de partir sur les arrivées et les départs, partons quand même de l'information la plus importante de cet été. Bradley Beal reste à Washington, hein, je pense que c'est clair, là. 250 millions sur 5 ans. Ce qui veut dire que, bouge pas, je vais checker ça tout de suite. Monsieur Bradley Beal, qui est donc
un garçon né en 93, il a 29 qui ans. a 29 ans. Ça va, dans son prime, Bradley Beal. Oui. Vient de rajouter 5 saisons, a commencé dès cette saison. En 2026-27, il touchera 57 millions. Tout à fait. Sauf s'il décline la player option qu'il y a sur cette saison-là, mais il ne faut pas non plus rêver. Non, c'est vrai. On peut d'ailleurs ajouter que Bradley Beal rentre dans un club VIP très 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 fermé. Ce sont les joueurs qui non seulement signent ces contrats, mais en plus peuvent mettre un veto sur n'importe quel transfert. La fameuse c'est vrai qu'il a une no-trade clause, Eh oui, tu as raison. Il rentre dans un très grand club, le club fermé des joueurs qui disent « Je suis bien ici et si vous voulez me bouger, ce n'est pas possible ». Donc voilà, les fans des Wizards, il faudra faire avec Bradley. Il y a pire comme nouvelle. Ou pas, Bradley sauf Beal, si lui il veut se barrer par contre. Tout à fait, mais c'est vrai que Bradley Beal, dans tous les cas, il va dicter pas mal l'avenir des Wizards, et quand il joue bien, on l'a vu, c'est quand même absolument énorme. Mais donc c'est le plus gros, la plus grosse news quand même quand elle est tombée, parce on a beaucoup discuté du tarot, Alex, mais au moins, voilà, il n'y a pas le pire scénario qui s'est produit où il partait contre Peanuts. Oui, après je reconnais être partagé, mais c'est pas un avis qui est très populaire, mais je reconnais être partagé moi là-dessus. Où je me suis vraiment posé la question de est-ce qu'il vaut mieux, quand t'es les Wizards, et que donc ton effectif, qu'est-ce qui joue vraiment, comment tu dois te comporter, est-ce qu'il vaut mieux t'accrocher autour de Bradley Beal en disant on va finir par réussir à monter un effectif vraiment compétitif autour de Bradley Beal et donc le payer 250 millions alors que tu viens de te casser les dents sur ce projet-là depuis au moins 2 saisons, on va dire, ou est-ce que c'est pas mieux est-ce que tu le perds contre rien, d'accord, mais tu le gardes pour 250 millions. Donc quand tu le perds contre rien, t'évites de bloquer 250 millions. Donc du coup, moi j'avoue m'être réellement posé la question, malgré tout le talent, et j'adore regarder jouer Bradley Beal malgré tout son talent. Je me suis vraiment posé la question, et quand je l'ai posé sur les réseaux sociaux, il y avait quand même finalement pas si peu de gens que ça qui disaient ah ouais non faut jamais faut payer Bradley Beal. Il y a une majorité quand même. Majorité carrément, je suis pas sûr. Ouais. Majorité qui disait quand même que c'était un trop gros tarot pour Bradley Beal. T'avais pas cette sensation-là ? Disons que il y en avait pas mal, ouais, et disons que l'argument de base pour ce raisonnement-là, c'est que, et d'ailleurs ça va certainement être l'un des sujets des prochaines négociations de contrat entre les proprios et les joueurs, la NBA proprio et les joueurs, le prochain CBA, c'est que c'est vrai que la valorisation, il n'y a pas assez de contrats intermédiaires, il n'y a pas assez de presque max, il n'y a pas assez de choses comme ça. Je ne suis pas sûr qu'il faille donner ce super max là comme ça à Bradley Beal. J'adore ce joueur, il est très très fort, mais pour moi il fait partie de cette caste de joueurs où est-ce que vraiment, enfin, je trouve que le risque, il y a un vrai risque de se dire merde, ils sont un peu coincés avec le contrat de Bradley Beal quoi. Un jour, dans pas si longtemps que ça, dans 1 an et demi, 2 ans, tu vois. C'est sûr. Et donc du coup ils ont pris la décision de le garder. C'est une grosse décision, ils l'ont prolongé. Écoute, maintenant on va laisser sa chance à Tommy Shepard, on va lui laisser la chance de nous montrer que c'était le bon choix. Moi je suis pas contre, même si je comprends pareil que le tarot puisse choquer. Faut aussi reprendre les choses dans leur contexte. Washington n'est pas une équipe qui peut voir des joueurs de talent comme ça formés à Washington aussi, qui a un impact tel au niveau communautaire et qui aimerait aussi créer sa propre histoire à Washington. Quand ça fait des mois et des mois que Bradley Beal tient la communication de Damian Lillard, même s'il n'a pas réussi les mêmes steps que Dame Time avec Portland. Et puis il n'a pas le même body language non plus quand ça perd. Tout à fait. Après, il n'a pas non plus le même management et les mêmes gars qui ont essayé de faire le boulot. Dédicace à Neil Olshey qui a fait un peu plus de boulot que l'espèce d'immondice qu'on a eu depuis des années à Washington. Donc avant Shepard, tu veux avant dire. Shepard, avant Shepard. Non mais pour les gens qui nous écoutent, ouais, bien sûr. On parle de Ernie Grunfeld. Salut Tout Ernie, si tu nous regardes. Et Tommy Shepard évidemment depuis 2 ans en fait, malheureusement, tu peux pas construire quelque chose de compétitif parce que avant de construire quelque chose de compétitif, faut nettoyer. Ouais, et donc ça passe par un nettoyage et c'est vrai que moi j'ai pas eu trop de problèmes avec la prolongation de Bradley Beal parce que quelque part ils vont se dire bon, ça c'est réglé et maintenant à nous de nous mettre la pression de bien l'entourer parce que c'est un gars qui dit je veux Washington, je suis capable d'être le meilleur scoreur de la NBA, essayons de me mettre des gars autour. On va voir ce que ça va donner. Donc il a commencé un peu cet été, ouais. Ouais, tout à fait. Elle dit il y a quand même quelques arrivées et quelques départs. Il a commencé par un trade avec Denver.
C'est un gros trade, hein, mine de rien. Ah ouais, c'est pour ça que j'en parle tout de suite. Hein. Parce que t'as Will Barton et Monte Morris qui débarquent à Washington, pour la faire courte. Hein. Et t'as Kentavious Caldwell-Pope et Ish Smith qui ont fait le chemin inverse. Exactement. C'est pas du petit trade, c'est pas négligeable. Kentavious Caldwell-Pope, profil de joueur très recherché. Plutôt surpris que Tommy Shepard le lâche là contre Will Barton. Après, je sais qu'il y avait des histoires de contrats et tout. Et tu vois, par exemple, ça fait partie des trucs qui m'énervent, c'est que entre les lignes, tu comprends que si Kentavious n'a pas été gardé, c'est aussi pour se mettre à l'aise et pouvoir signer Bradley Beal dans des manières à peu près confortables. Parmi les arguments, ouais. Non mais, du coup, bon... Attention, ça veut dire qu'on est déjà sur « Oh putain, faut filer le max à Bradley Beal » et du coup, sportivement, t'es obligé de mettre de côté un profil que moi, je trouve très valuable. Alors, le profil de Caldwell-Pope, bien sûr, qui était super. Non, qui était super, bien sûr. On en reparlera quand on fera Denver. Non, bien sûr, il y aura de l'hésitation sur le fait de plonger, tu as raison de le mentionner. Il y a aussi le fait, sur un marché qui était un petit peu saturé, de pouvoir upgrade à la main, c'est-à-dire que la plupart des managers s'accordent sur le fait que Monte Morris, qui débarque à Washington, c'est une vraie win en termes de profil, parce qu'on va y venir dans le 5 majeur, Alex, mais Monte Morris, Bradley Beal, bah moi sur le papier j'aime bien. J'aime bien la doublette, je trouve qu'il y a un truc qui est complémentaire et qui est bien, et peut-être que Washington n'avait pas la possibilité d'avoir vraiment plus d'attirance sur le marché. Preuve étant, ils ont été chopés, je crois, Delon Wright en tant qu'agent libre du côté d'Atlanta. Oui, c'était un petit peu le max de ce qu'ils pouvaient aller chercher en termes de meneur, parce que c'était un gros problème. Le projet de Dinwiddie était complètement éclaté au bout de quelques mois. Et c'est pas facile de trouver le gars idéal qui fonctionne avec Bradley Beal sur la ligne arrière. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'il fallait qu'ils bossent sur ce point-là. Donc, c'est à vous que de récupérer Monte Morris. À la draft, ils sont allés nous prendre un petit Johnny Davis. Moi, j'aime bien. Moi aussi. En plus, je trouve que c'est un profil, pour le coup, qui en tout cas peut assez rapidement servir dans l'effectif qu'ils ont. Ouais. Et il y a eu d'autres départs, évidemment. Il y a Thomas Bryant qui part du côté des Lakers, si je ne dis pas de bêtises. Raul Neto qui va aller emmener ses valises à Cleveland, si je ne dis pas de conneries. Et dans les arrivées, Taj Gibson, on va en reparler parce que ça peut avoir son importance dans un sujet dont j'ai parlé dans le coup d'un rétro qui s'appelle l'ambiance au niveau de l'équipe. L'expérience aussi. Ça pourrait aider 2-3 choses. Et puis sinon, non, l'été au global, en fait, Alex, est-ce que quelque part, quand on fait un petit peu le marché de l'été, est-ce qu'on doit limite remonter jusqu'à février parce qu'il faut y ajouter Porzingis? Il a joué, comme tu l'as dit, 17 matchs, mais en fait, les vrais débuts de Porzingis avec Washington, ils sont là. Ils sont en novembre, parce qu'on l'a même pas vu jouer une seule minute avec Bradley Beal. Non, mais tout à fait. De toute façon, Tommy Shepard, là, on voit bien que c'est un été où il voulait garder Bradley Beal, le sécuriser, commencer à ajuster quelques pièces autour de lui, et on sent que cette équipe et que cette construction est encore très en mouvement et que du coup, les intentions et le boulot de Shepard sont loin d'être terminés. C'est ça. Loin. En attendant, effectivement, comme tu le dis, Porzingis et Bradley Beal, ils n'ont pas du tout joué ensemble. C'est le début là. Et du coup, ça va être un challenge pour Wes Unseld. Comment t'articules ton bazar autour de Porzingis et Bradley Beal? Comment tu fais jouer ces Wizards? Comment tu fais un 5 majeur? Par exemple. Au hasard. Eh bien, écoute, je te propose qu'on en parle dans la section suivante. Allez, vas-y. C'est l'heure du 5 majeur. Le 5 majeur, Alex, il est où? Le point tendu avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot dans cette section. Vous le savez, on doit se rendre dans le bureau de Wes Unseld Jr., faire un petit... Coucou papa! On essaie de s'occuper des Wizards / Bullets aussi bien que toi. 5 titulaires à mettre sur le parquet. J'attends évidemment Wizards France et toute la Wizards Nation dans les avis pour nous proposer ce 5 majeur. Comme d'hab, Alex, je te pose la question. Y a-t-il des verrous dans ce 5 majeur? Si oui, combien et lesquels? J'en ai 4. J'en ai 3. Ah ouais? 5 majeurs? Moi j'en ai 4. Très bien. Ok. Bah, Monte Morris, Bradley Beal, ils vont être titulaires tous les deux. Normalement. Bon. J'ai mis Bradley Beal en lock, et quand on regarde un peu ce qui se dit Media Day, notamment des Wizards, on part plutôt sur Monte Morris. Attention à ne pas sous-estimer Delon Wright, qui a un profil défensif ultra intéressant. C'est vrai. Mais je pense plutôt à Monte Morris aussi. Moi aussi. Donc du coup, ça m'en fait 2. Très bien. Après, j'ai Porzingis. Il va être titulaire quand même, Porzingis. Avec Al Kuzma, tout à fait. Donc ça fait 4.
pour moi, j'ai Beal, Kuzma, Porzingis et t'as pas Monte-Morris. En fonction du camp d'entraînement, la confirmation de Monte-Morris ou non. Je comprends. Mais oui, effectivement. Après, il y a le choix éventuellement Delon Wright, plus défensif, plus long, plus athlétique, pur que Monte-Morris. Ça peut être intéressant. C'est quand même beaucoup plus limité en attaque. Mais même en gestion du ballon global et tout, pour permettre à Beal de jouer un peu loin du ballon et tout, ça peut être pas mal d'avoir un Monte-Morris. Je pense que pour rebondir sur ta remarque, 5 majeurs, Monte-Morris, fin de match... ça dépend de l'adversaire et de ce qui se passe, mais oui, Delon Wright, tout à fait. Peut-être Delon Wright qui a un peu plus un profil défensif et qui donc a été mentionné par Wes Unseld comme un potentiel joueur que tu fous en fait dans le Money Time parce que t'es tranquille. Défensivement, tu peux un peu moins taxer Bradley Beal et mettre Delon Wright en chien de garde. C'est pas mal ça. C'est vrai. Toute la question revient au poste 3. Qui mettons en titulaire à l'aile, mon cher Alex? Parce que, attends. Excuse-moi, juste poste 3, toi tu dis? Parce que donc tu dis que Kuzma est en 4 et que Porzingis est en 5? Discutons des forwards, si tu préfères. Il y a Porzingis et Kuzma dans tous les cas qui sont titulaires. Oui. Donc on parle des forwards, il nous faut un troisième forward. Voilà, moi je mettrais bien un petit pivot. Moi je foutrais bien Gafford. Ouais. Tu fais Gafford. Moi je trouve que Porzingis en 5, je sais pas, je l'adore pas en 5, Porzingis. Okay. Je trouve qu'il se fait beaucoup défoncer sur les switches, qu'il protège son cercle, il est capable de faire des contres, mais depuis les plusieurs blessures au genou qu'il a eu, il est un peu plus frileux, il va un peu moins, tu vois, au mastic au combat. Mm-hmm. Et donc je me demande si Porzingis serait pas plus à l'aise à côté d'un pivot. Il peut space. Porzingis, il space. Ouais, il te gêne pas ton spacing, tu vois. Porzingis, tu le mets 4, c'est un 4 qui stretch de ouf. Tu laisses pas Porzingis shooter. Je veux dire, Porzingis va te rentrer les 3. Si tu as Kuzma un peu... Moi, Porzingis et Kuzma sur les postes 3-4, je me demande si ça peut pas être une option pour Wes Unseld Jr. Ça lui permet de mettre un pivot et d'ancrer fortement la défense tout en gardant Beal, Kuzma et Porzingis sur le terrain pour attaquer. Alors, je peux aimer l'idée. De ce qui ressort là récemment, Gafford est plus considéré comme le backup de Porzingis avec une assurance Taj Gibson, c'est-à-dire que le gars est pris pour qu'il puisse aider parce qu'on s'attend au fait que Porzingis ne jouera pas 82 matchs. Donc tu pourrais avoir du Gafford parfois qui est utilisé en ça. J'ai plus l'impression que la discussion se joue autour de ce poste 3 et qu'il y a, ou en tout cas 3-4, et de savoir si tu as 1. Will Barton, 2. Deni Avdija, 3. Corey Kispert. C'est-à-dire avec soit un Avdija qui est dans le projet parce que c'est un des jeunes à développer et qui peut être 3, profil vraiment capable défensivement et qui a bien progressé en attaque, on en reparlera dans d'autres sections. Will Barton parce que c'est un ancien de Denver et qu'apparemment ça se dit le fait que Wes Unseld adore Will Barton et qu'il pourrait le mettre en titulaire pour le mindset du 5 majeur. Bon, je suis pas très fan du fit. Et Corey Kispert parce que c'est idéal pour sniper à 3 points et que ce sera le profil le plus calme pour aller avec les Osos qui sont dans le 5 majeur. Moi personnellement je garderais bien Will Barton sur le banc quoi qu'il arrive. Pareil, moi je mettrais Avdija dans le 5. Ça lui va bien et tout, il amène l'énergie. Du coup je déteste pas Avdija en 5. Moi je mets Avdija dans 5, ouais. Sa taille, sa polyvalence, il n'est pas dégueu en défense, il sait faire pas mal de choses. À voir comment il s'adapte réellement au jeu NBA, sa première saison a été compliquée quand même. Il était blessé, mais après, par contre, ça allait un peu mieux. Il a montré défensivement qu'il avait des vrais gros skills. Défensivement, il a montré des trucs. Et là, à l'Euro, il nous a montré 2-3 mixtapes. De toute façon, on en reparlera, Deni Avdija, je pense. Donc Avdija paraît être le choix dans ta configuration avec Porzingis en 5, tu as forcément Kuzma en 4. Et donc dans ce cas-là, Avdija paraît être le choix le plus logique. Faut pas sous-estimer Kispert, qui apporterait un côté spacing assez fou. Qui pourrait permettre à Bradley Beal d'avoir des espaces de malade, parce qu'effectivement, si le front de courte c'est Kispert, Kuzma, Porzingis, dis donc, sur qui est-ce que tu laisses shooter en gros quoi. Choisis ton poison. Après, si tu baisses l'épaule, tu as accès gratuit au panier avec une nuit à Disneyland, donc ça c'est assez agréable défensivement. Ah, puis surtout c'est Porzingis qui protège. Moi vraiment, écoute, même Kuzma, c'est défensivement sûr. Le problème de Porzingis Kuzma en 4-5, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes avec des bons slashers qui vont te martyriser, mais waouh,
attention quand même. Il y a en tout cas l'air d'y avoir la dynamique de Porzingis en 5 pour le moment. Est-ce que ça tiendra? Et à ce moment-là, en effet, ce sera surprenant à voir. Est-ce que ça ira plutôt dans ton sens? C'est vrai que ce sera à surveiller parce qu'on sait aussi, comme on a vu l'année dernière, que les débuts de saison, parfois, c'est sympa, mais après, il y a des tendances qui se confirment. Donc, on verra ça. Pour revenir sur les points que tu mentionnais, il y a en effet Kyle Kuzma qui était utilisé assez exclusivement en ailier fort l'année dernière. Donc, peut-être qu'il ne faut pas que ça se marche dessus aussi avec Porzingis. Kispert a été titulaire un peu dans le marasme de la fin de saison et c'est là qu'il a vraiment trouvé son rythme. Donc, le mot qui a l'air de sortir, c'est la bataille est ouverte au camp d'entraînement. Qui veut sa place dans le 5 majeur, en plus de Monte, Bill, Kuzma et Porzingis. Ouais, tout à fait. C'est sûr qu'il y a une place à prendre. Je mettrai mon jeton sur Avdija. Et par contre, j'allais te poser une question. C'est qu'il y a un gars qui n'est même pas mentionné dans la discussion, alors que c'était un des jeunes en développement et à voir ce que ça pourra donner dans les prochains mois. Mais Rui Hachimura n'est même pas venu, Alex, dans le débat. Problème d'Hachimura, c'est que son vrai poste, ça a l'air d'être plutôt le poste 4. Ouais. Et que... c'est plein. C'est pas demain la veille qu'il va passer devant Kuzma et Porzingis, si tu veux. Ça sera l'un ou l'autre. Même si Porzingis glisse en 4, du coup, t'as Kuzma en 3. Si Porzingis revient en 5, t'as Kuzma en 4. Donc, c'est vrai que pour Rui Hachimura, sans parler de Avdija qui pourrait aussi dans certains line-up être utilisé en espèce de 4 défensif. Il est long. Bien sûr, il a été envoyé en mission suicide sur Giannis Antetokounmpo, sur pas mal de 4 où souvent c'est lui qui les prend, donc totalement. Il y a un dossier Hachimura à suivre parce que là vraiment il y a le sentiment que ça peut être un très fort joueur offensif, mais attention en défense par rapport à ce qu'il a pu montrer en tout début de carrière et ce qu'il a montré par la suite. Je pense qu'il a été beaucoup impacté moralement l'année dernière. Je pense que quand il est revenu dans les Wizards, il y a eu beaucoup de récits qui ont été partagés sur le fait que c'était vraiment dur pour lui, ce qui s'était passé l'été précédent. Donc, il faut lui redonner une chance, mais il est encore jeune, mais c'est pas non plus un des jeunes façon 19-20 ans. Il a déjà 24 piges, donc attention aux types qui toquent à la porte et qui prennent ta place, quoi. C'est ça va tellement vite la NBA qu'il faut vraiment faire gaffe. Et après, j'étais en train de réfléchir, mais parce que au pivot, t'as Taj Gibson et Gafford. Encore Taj Gibson, c'est un pivot c'est un vétéran de taille relativement. T'as d'autres pivots ou pas? C'est vraiment comme je t'ai dit, c'est Porzingis, Gafford, Gibson. Pour vraiment la rotation qui a l'air de se mettre en place au poste 5. Alors je sais que t'aimes pas Porzingis en 5, mais j'ai l'impression que ça va vraiment se balader là-dessus. Non, j'aime pas. Je comprends en attaque parce qu'il y a un spacing très intéressant, mais je pense que l'équilibre est compliqué. Porzingis, pour moi, c'est pas un vrai intérieur. Ouais, j'entends. Et mais attends, il a des skills de malade, il fait 2m20. Il y a Vernon Carey Jr. aussi. Ouais. Qui, en bout de banc. Ouais, c'est ça, en bout de bout. Je crois qu'il était passé par Charlotte, si je dis pas de conneries. Formé à Porzingis 2m20, évidemment que dans l'absolu, t'as envie de le mettre pas trop loin du cercle. Mais en fait, son vrai jeu, c'est un jeu de joueur fuyant. Il joue comme un 3, Porzingis. Il est censé jouer comme un 3. J'exagère un peu, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Et il est censé jouer comme un 3, et peut-être qu'il y a un moment aussi où Kristaps va devoir se rendre compte de comment survivre en NBA avec autant de talent et autant de taille, et que s'il arrive à tenir sur 2 jambes, ce sera pas en 3 qu'il jouera, parce qu'en 3, il pourra pas défendre les 3. Non, en 3, de toute façon, ça c'est sûr qu'il peut pas. Ça va être trop compliqué. On est complètement d'accord. Puisqu'il y en a parfois qui nous posent la question, ça nous fait donc une rotation sur une ligne extérieure où tu as du Monte Morris, du Delon Wright sur le poste de meneur, tu as du Johnny Davis qui va devoir apprendre à jouer derrière Bradley Beal et Will Barton pour essayer d'avoir un petit peu de minutes ici ou là. C'est ça. Avec notamment sur les ailes du Corey Kispert, du Will Barton qui va pouvoir être aussi en 3, Anthony Gill qui ira rendre des services quand c'est pas Deni Avdija, Rui Hachimura derrière Kyle Kuzma. Ouais. Et comme tu l'as dit, aller quelques tests peut-être sur des Isaiah Todd. Mais bon, c'est une équipe qui a vraiment envie de tester la triade Bill. Il va falloir que Bill, Kuzma, Porzingis répondent très 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 présents, quoi. Et qui trouvent des vraies complémentarités, un équilibre offensif et surtout comment tu défends avec ce trio sur le terrain. Ouais. Puisque aucun des trois n'est vraiment un chien en défense, quoi. Ouais. C'est ça, va falloir compter sur le collectif comme ils disent. Du coup, Alex, si je dis pas de conneries, maintenant qu'on a fait le 5 majeur, on va pouvoir se pencher sur une question de la mort. La pregunta? Tu es prêt? Allez, vamos. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort.
Qui est la pregunta de la muerte, Bastien? La pregunta de la muerte. En direct de Washington, Bradley Beal a-t-il été surpayé ou non? Ce n'est pas la question de la mort. Si, on va pouvoir... si, señor. On va pouvoir se poser une grosse question. On vous attend évidemment dans les commentaires. La question de la mort, mon cher Alex, on suggérait le fait de se pencher autour de l'interrogation suivante. Que va nous réserver... quelle surprise nous réserve Tommy Shepard autour de Bradley Beal? C'est une bonne question. Tu l'as prolongé. Moi, j'aurais d'autres petites side questions à te poser après parce qu'il y en a une qui est venue là quand je préparais un peu la vidéo en mode tiens, j'ai bien hâte d'avoir la vie d'Alex dessus. Mais donc, Tommy Shepard, prolonge Bradley Beal. C'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on a vu Tommy Shepard, pas trop froid aux yeux. N'hésite pas à faire péter des trades avec un peu de risque dedans. Faire venir Porzingis après ce qui lui est arrivé au Knicks et à Dallas et les problèmes de genoux et tout, et la taille de son contrat, c'est quand même pas rien. Et l'extra sportif? Et de l'extra sportif bien sympathico. Bon, après, il avait peut-être pas trop le choix à cause de l'intégration, on va dire, ratée, pour être poli, de Dinwiddie dans l'effectif. Voilà. Je me frotte les mains, vas-y. Donc je pense qu'il n'avait pas trop le choix. N'empêche qu'il a posé un trade, on ne l'avait pas trop vu venir. Pas comme ça, en tout cas, pas forcément comme ça. Donc est-ce que Shepard, pour moi, j'ai envie de dire, cet effectif-là qu'on vient de discuter en long et en large dans le 5 majeur, je peux pas croire que dans la tête de Shepard, ce soit un effectif définitif, tu vois. Genre, je peux pas croire qu'ils se disent, c'est bon, maintenant il n'y a plus qu'à bien jouer et avec ces gars-là, on va aller très loin. Ou alors, s'il se dit ça, il va peut-être pas rester longtemps. Alors, mais je ne pense pas qu'ils se disent ça. Donc, à mon avis, qu'est-ce qui nous prépare? Moi, d'entrée, je te dirais bien, à la première occasion, il monte sur un gros coup. Avec des joueurs de chez lui qui ont des contrats à peu près valuables. Tu aimerais, et c'est vrai que au moment où on se penche sur cette option-là, j'ai l'impression d'être dans une espèce de multiverse où en fait on a déjà posé cette question dans les trois dernières questions de la mort des Wizards, c'est-à-dire savoir comment entourer Bradley Beal. Je suis d'accord. Tu as le sentiment que dès qu'il y a une opportunité qui se présente, il va y aller. Peut-être que Porzingis, c'est un petit peu un test de et si ça marchait? Peut-être qu'en fait, si ça marchait et si je pouvais le remettre sur pattes et avec sa valeur et je lui attache un petit Rui Hachimura et des pics et j'essaie de voir ce qui se passe. Il y a eu une accumulation de jeunes dont le niveau en termes de développement n'est pas tip top. Je pense que c'est le moins que l'on puisse dire. C'est-à-dire que Rui Hachimura avait montré des belles choses, mais là, on n'est pas, c'est pas un dossier qui est terminé, mais on est sur c'est pas penche. Enterré, hein. C'est pas jamais enterré, mais on est sur une pente qui est plutôt. Ça glisse fort. On a eu le test et on va voir comment ça va se développer pour Kispert, mais on a eu le test à FDR, on a eu le test sur d'autres garçons. Ça ne veut pas dire encore une fois que ces projets sont terminés, mais c'est vrai que Washington est en train de rentrer dans cette espèce de case que personne va avoir, qui est que purée les gars, c'est pas vous qui avez genre 5 mecs dans le top 12 de la draft depuis 5 ans et il n'y en a pas un qui est devenu un titulaire vraiment capable en NBA. Et donc du coup ça te fait des pièces qui ne deviennent de moins en moins transférables parce que normalement il faut qu'il y en ait un qui sorte du lot et que d'autres qui ont représenté un potentiel soient des monnaies transférables. C'est ça. Le problème c'est que là, pour se positionner sur des gros joueurs comme tu le mentionnes Alex, il faut que des gars performent. Donc c'est ce qui a fait qu'on a eu des rumeurs aussi, quelques petites, parce qu'il y aura des extensions, discussions avec Kyle Kuzma. Peut-être que Kuzma pourrait être une pièce retransférable, mine de rien. C'est vrai. En plus, s'il continue à jouer à ce niveau-là, il va intéresser des équipes. Hein. Et il va demander tout à fait un gros tarot. Donc peut-être qu'en février, il y aura des nouvelles rumeurs. Mais donc toi, tu penses que ça se positionnera assez rapidement sur un autre joueur pour accompagner Bradley Beal? Je pense que si tu as des cas de figure, on l'a dit, Kuzma par exemple. Kuzma, je crois qu'il a une player option encore la saison prochaine, mais son contrat est tout à fait... Bah oui. Il gagne 13 millions. Donc, il va pas la prendre. Hein, voilà. Porzingis, c'est autre chose, mais ces joueurs-là, s'ils repartent sur des bonnes bases là, en première moitié de saison 2022-23, et qu'il y a des frémissements autour d'eux, ça m'étonnerait que Tommy Shepard n'y soit pas sensible. Alors non, après, en fonction de ce qu'on lui met en face. Il a filé 250 millions à Bradley Beal sur 5 ans, il lui a donné la no-trade clause. Si je pense pas qu'ils se soient dit les deux genre c'est cool on joue le titre en 2023 tu vois. Non, je pense que j'ose espérer qu'ils se sont dit ok on va développer le truc ensemble. Donc
voir Tommy Shepard monter sur d'autres trades là, même dans le courant de la saison à venir, moi, ça me surprendrait pas. Non, moi évidemment, pareil. Je vais juste émettre un scénario peut-être pas très probable, mais auquel je vais me rattacher, c'est que quand tu vois les récents propos de Tommy Shepard et de Wes Unseld, tu as le sentiment que l'année dernière a été un espèce de putain de désastre par rapport à une tentative. C'est-à-dire que les mecs, ils ont dit on va accumuler du talent, sans faire forcément attention au fait que ça matche entre les joueurs. Et donc, du coup, tu as commencé à avoir des problèmes de vestiaire. Donc, Wes Unseld n'a même pas pu travailler dans un cadre stable. Je me demande si cette saison ne serait pas celle un peu du test dans l'accalmie, c'est-à-dire qu'il y ait un petit peu de patience pour voir véritablement, en fait, ce que ce groupe peut donner. Et ensuite, on fait un état des lieux en fin de saison. Pourquoi pas. Je me dis, est-ce que ce serait pas l'occasion, avant de sauter sur des conclusions de 3 à 4 mois, parce que quand la saison va commencer en octobre, la trade deadline ce sera en février, donc faudra vite enchaîner. Est-ce que ce serait pas l'occasion de se dire, voyons voir si Bradley Beal, en première année à 29 ans d'un contrat de 250 millions de dollars, il est capable de délivrer avec son nouveau coach, avec son Kyle Kuzma, avec Porzingis. On t'a mis quelques outils, voyons voir la gueule de Bradley Beal en franchise player avec des joueurs compétents et un nouvel entraîneur. Oui. Maybe. Non, mais attends, pourquoi pas ? Et en plus, il y a une free agency 2023 qui s'annonce quand même avec quelques prospects un peu sérieux. Normalement, ouais. Je te dis pas que les Wizards vont être l'équipe la plus attractive du truc, mais il peut y avoir un petit coup ou deux sympa à réaliser à ce moment-là. Si Kuzma lève sa player option, demande trop cher et que tu le gardes pas. Will Barton, je crois qu'il est en fin de contrat. T'as Rui Hachimura, il va être restricted agent libre. Tu as Taj Gibson qui est là que pour une saison. Enfin, tu vois, il peut se passer beaucoup de choses en fait d'ici la fin de saison. Tu peux aussi avoir un Tommy Shepard qui suive ce que tu viens de dire et qui se dise ok, on va regarder comment ça se passe, on va regarder comment ça joue là avec Kuzma et Porzingis autour de Bradley Beal et on fera un bilan l'été prochain. Je partirai à titre perso, et je partirai plus sur cette option, gardant en tête celle que tu mentionnes, qui est comment ça, en septembre, on n'avait pas du tout idée que ça allait être le bordel dans attends, je sais pas, je prends une franchise au hasard. Putain, on pensait pas du tout que ça allait autant exploser à sûrement une équipe au hasard là, Alex, un truc à où Phoenix. Il y a un joueur à Phoenix et en fait DeAndre Ayton est vraiment disponible parce qu'en fait on pensait pas que c'était autant le cas. On était persuadé que ça allait cartonner pour j'essaie de trouver d'autres franchises mais c'est dur. Ouais, non, pas pour Portland mais pour d'autres. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui rentre dans le scénario de la saison NBA et qui fait qu'une équipe à laquelle on s'attendait plutôt calme en février devient soudainement active. Peut-être qu'en effet Washington rentrera dans ce c'est là que Tommy Shepard, lui, il arrive, il prend son téléphone, il fait « Allô ?» Ouais. Salut les Minnesota Timberwolves. C'est que moi, j'ai des contrats qui matchent plutôt bien avec celui de D'Angelo Russell. Hein. Oh, putain, D'Lo et Bradley Beal. Moi, je soupire très très fort. Là, non, mais je te dis pas que c'est un trade qui me fait kiffer, je te mets en situation. Ouais, bah, imagine, on est mercredi. Imagine, on est mercredi, il y a un dîner. Imagine. Ah non non. Donc voilà. Donc non, mais oui, t'as raison. Tu peux toujours avoir une équipe aussi. On oublie tout le temps ça dans nos prévisions, c'est que t'as toujours une ou deux équipes qui se foirent complet et dont le manager a qu'une seule envie, c'est de faire éclater son roster. Et là, t'as les hyènes qui arrivent et qui font. Mais moi, ça m'intéresse. Donc effectivement. Ouais. L'investigation de 1 an et demi de Baxter Holmes sur la situation des Clippers dans les vestiaires et soudainement Paul George demande son trade en cours de saison parce que ça fait 1 an et quart que c'est n'importe quoi. Paul George contre Porzingis, ça doit matcher à pas grand chose près, ça. Hein, en plissant les yeux, c'est les mêmes joueurs. Mais non, mais c'est vrai que voilà, on surveillera cette situation. L'autre question que j'avais dans cette question de la mort et que je voulais te poser et la poser aux fans des Wizards, c'est que j'ai mis une connerie dans le tableau de l'été et j'ai mis que dans les prolongations, j'ai mis le ventre mou. Washington, j'ai regardé historiquement là depuis leur saut spectaculaire de 2017 là où ils se prennent le Kelly Olynyk game là en Game 7 à Boston. C'est ce ventre mou dégueulasse là. C'est entre le play-in et la pré-création du play-in, genre la 9-10e place. Est-ce qu'on peut établir genre 3 points très importants de la saison de Washington là pour
sortir de cette espèce de ventre mou. C'est-à-dire, à la limite, jouer le play-in, mais à domicile, quoi. Par exemple. En 7 ou en 8. Comment est-ce que tu peux faire ? Faut que Bradley Beal joue 82 matchs, ou au moins 75. On est d'accord ? Ouais. 1 et 2, il va falloir absolument trouver un équilibre défensif qui ressemble à celui du début de la saison dernière. Obligé. Ouais. Ah oui, dis donc. L'Est, cette année, l'Est... Ah bah c'est violent. On va y venir là petit à petit en remontant les previews. Oh là 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 là. Je préfère prévenir, il y a des gens, ils vont pas être contents de à quel endroit on met leur équipe. Ouais. Bah, mais il va falloir qu'ils comprennent, c'est qu'on n'a pas le choix. Il y a un paquet là d'équipes. Et l'Ouest c'est pareil. Hein. Putain, moi j'ai galéré. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression que l'Est c'est pire. Bah il y a cette sensation là parce qu'il y a tout le monde qui va. En fait, on va avoir des ranges de zinzin en fait. J'avais envie de tous les mettre à 45 wins. Tous. Mais pareil, en fait, moi je sais. Allez. J'ai aucune idée d'où Brooklyn, Atlanta, Chicago, Toronto, Miami vont être, mais vous vous démerdez, vous les mettez là avec Cleveland et on essaie de voir ce que ça donne. Spoiler. Donc voilà, les Wizards, l'idée pour eux, c'est d'être dans cette cour. Si t'es les Wizards, tu joues le play-in. Là, cette saison. Bien sûr. Tu vises les playoffs. Bien sûr. Mais tu veux joues être le en playoff. Ouais. Tu veux être en playoff, bien sûr. T'as Bradley Beal. Attends, Bradley Beal, autant je trouve que lui filer 250 millions sur 5 ans, ça comporte beaucoup de risques et qu'il y a un petit côté impasse. En plus, c'est pas comme si ces dernières années, on avait vu des joueurs autour de la trentaine signer des immenses paquets et que ça se retrouve des immenses boulets derrière. Donc, voilà, ils l'ont fait avec Bradley Beal très bien, mais ça n'enlève rien à son talent. Ah, quand il est en forme, c'est un des meilleurs attaquants de la ligue. Point barre. Bien sûr. Pour mettre un ballon dans le panier, Bradley Beal, franchement, c'est très très sérieux. Donc on va voir dans tous les cas ce que ça peut donner, mais c'est vrai que sur ces 3 points qu'on veut pour les Wizards, il faut que, il y ait du Bradley Beal qui joue dur, qui joue présent, qui soit là sur une grosse majorité des matchs de cette saison. Il faut qu'on ait du jeune qui se développe là-dedans, là, en interne. On a vu Kuzma faire une super progression à Washington. Faut qu'il y ait un des gars là, Alex, qui explose là. Faut qu'il y ait un Kispert qui devienne une des stories, des 3&D de NBA qui se développe bien, comme il l'a montré en deuxième partie de saison, ou qu'un Avdija nous confirme ce qu'il est, ou que Rui Hachimura soit un des 6e hommes les plus chiants à garder en fait. Ou que Monte Morris devienne un mec, on se dit putain, mais c'est un putain de meneur titulaire en fait. Tu vois. C'est peut-être pas une surprise si Denver était aussi bon en l'absence de Jamal Murray, tiens. Peut-être par exemple, ça pourrait être pas mal. Will Barton, Rui Hachimura, je sais pas, ils ont un banc fun Washington, j'aime bien, ils ont un peu des teuteux. Alors, fun, oui, efficace, on verra. On verra. Dans tous les cas, dites-nous ce que vous pensez de cette question de la mort. J'ai extrêmement hâte, là Alex, tu sais pourquoi ? Dis-moi. Parce qu'on va faire le trophée du peuple et on va à Washington. Cool. Est-ce que t'es prêt ? Je suis prêt. Eh bien écoute, c'est l'heure du Gérard d'Or. Le Gérard d'Or. Tac. Le petit flip. Oh putain, et encore une fois, il a fait péter le setup. Bravo Alex. Tu peux pas dire que c'est la faute de ton câble cette fois. Si. C'est encore la faute du câble. Oui, c'est parce qu'il y a le câble de mon casque et je l'oublie à chaque fois parce qu'il est très fin. Mais il est mal placé, mais je peux pas le mettre Enfin bref, je vais pas vous raconter ma vie. J'ai raté mon flip, c'est pas bon pour les Wizards. C'est pas bon pour les Wizards, non, mais t'as réussi à remettre le setup, on n'a rien vu à la déco, c'est parfait. Vous le savez, c'est le Gérard d'Or, c'est le trophée du peuple. Le trophée qui nous permet de cliquer sur les Wizards, car oui, à partir du 18 octobre, il va falloir cliquer sur les Wizards. Qui va vous faire cliquer sur Washington, hormis Bradley Beal? Alex, qui est ton Golden Gerard? Kristaps Porzingis. Non. Ouais, parce que franchement, est-ce que Kristaps Porzingis peut jouer 70 ou 75 matchs dans une saison NBA? Mais non mais, on rigole. Parce qu'on dit oui, Bradley Beal, faut qu'il joue 82 matchs, faut une saison... Oui, mais Kristaps Porzingis, saison rookie, 72 matchs joués. Ok. Saison sophomore, 66 matchs joués. 48 mois joués en troisième saison. Saison blanche, la 4e année. Et depuis, ça n'a jamais passé les 60 matchs dans une saison. Et on est plutôt entre 45 et 50. Ah, mais c'est la faute de Luka Doncic, Alex, voyons. Je sais pas de la faute de qui c'est. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on a le 2e plus gros contrat de l'équipe. Ouais. Il a une player option sur la saison 2023-24 à 36 millions. Les Wizards ont besoin de sa production,
en termes d'offensive, de stats. Ils ont besoin de points, ils ont besoin de rebonds, ils ont besoin de passes d'ess, de contre, enfin voilà, de production. D'un joueur qui est censé être une licorne, qui est censé dominer, qui est censé être hyper compliqué à défendre et de l'autre côté quand même apporter quelque chose pour protéger son cercle. Et ils ont besoin de sa régularité. C'est clair. Je veux dire, le talent et le côté atypique de Porzingis est absolument incontestable. Est-ce qu'il est ne serait-ce qu'un lieutenant, Porzingis? Je pense que oui. En plus, il a moins de pression au niveau du scoring. Il y a Kyle Kuzma, Alex. Moi, j'avoue que ça m'inquiète un petit peu. C'est pour ça que je parle de Porzingis. J'ai peur pour son physique. Ah bah ça, J'ai peur de sa mentalité. Et j'ai pas trop aimé le peu qu'on a vu la saison dernière, que ce soit le peu à Dallas ou le peu à Washington. J'ai pas trop aimé dans la continuité de ces playoffs 2021. Attends, oui. De ces playoffs 2021 où je l'avais trouvé un peu vraiment soft et on sentait que Jason Kidd n'avait pas su quoi en faire, mais même que les Mavs, d'une manière générale, savaient pas trop quoi en faire. Que limite Jason Kidd était là, genre je suis pas mal avec Dwight Powell et Maxi Kleber. Merde quoi. Oh, tu vois ce que je veux dire? Les Mavs, à la deadline, ils ont fait, tu sais quoi? On a Maxi Kleber, on a Dwight Powell, on va mettre Dorian Finney-Smith plutôt en 4. On n'a pas besoin de Porzingis. Prenez un second tour. J'en ai rien à secouer du laiton. C'est chaud. Ouais. C'est chaud. Alors, ok, il y avait de l'extra sportif un peu pourri, et apparemment ça c'était un peu compliqué et tout. Certainement. C'était chaud. J'entends de ouf. La conférence de presse en sortie de playoff, il y avait tout le monde qui toussait, on entendait les mouches voler, et Luka était là genre, je sais pas qui va bosser sur quoi cet été. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, tout ça fait que je vais pas dire déjà, parce qu'il est trop jeune, hein, Kristaps. Quel âge il a, Kristaps, maintenant? Non, ça 25. Va, il est encore dans... 27. Ouais, 27. Attention, Kristaps. Bah, c'est le prime, là. C'est le prime, c'est l'heure, Alex. C'est censé rentrer dans le prime. Let's go. C'est player option sur la saison prochaine. Ouais. Attention, il doit, pour sa carrière et pour les Wizards, il doit réussir et produire avec régularité. Moi, j'y crois. Je crois en Washington, Alex, terre d'accueil des gens qui vivent dans des situations hostiles. Kyle Kuzma qui s'est refait une santé après les galères à Los Angeles, et je pense que Porzingis, il s'est fait traiter et il a tendu le bâton. Hein. Tu as raison de le souligner. Il a tendu le fouet pour se faire fouetter, mais à Dallas ça allait pas, ça y est là. Terre de relance, terre de renaissance Washington, Alex. Il y a des gens qui vont revivre là-bas. Tu vois. Ok. C'est la place des grands. Bah écoute, si tu y crois comme ça, tant mieux. Moi, j'avoue être un petit peu plus sceptique, et donc du coup, vraiment, quand je vais cliquer sur les Wizards, je vais tout de suite regarder où il est, Porzingis, qu'est-ce qu'il fait, comment il se comporte des deux côtés du terrain. Eh bien, magnifique. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder la tête de Porzingis au Media Day, qui a, je pense, suivi ce qu'on appelle le théorème Pogazol, c'est-à-dire lorsque je suis imberbe, je me fais un petit peu rouler dessus, et j'ai décidé de laisser pousser la barbe, hein, comme Pogazol l'avait fait en sortie de Memphis, quand à Los Angeles, il en avait un peu marre. Du coup, c'est un Porzingis barbu, Alex, qu'on va retrouver cette saison, donc tu sais, trending beard. Hein, Trending beer. On va bientôt en parler. Mon joueur ardor cette saison, ce sera évidemment Monsieur Deni Avdija. D'accord. Allez mon Deni. Allez mon Deni, l'Israélien. S'il y a bien une pépite dans cet effectif qui doit se développer et qui se développe, c'est Deni Avdija. Bon, on a vu les capacités de polyvalence et de défense. J'aime bien l'état d'esprit. Il a vraiment pas eu de chance. Deni Avdija, sur ses débuts de saison NBA, sur ses débuts de carrière NBA, il y a du coach différent. Faut savoir qu'il a démarré avec Scott Brooks, ok. Il y a des gens qui s'en sont jamais remis de ça. Donc là, lui, il a eu des coachs différents, il y a eu du changement de management et il a eu une blessure gravissime. On va enfin démarrer une saison où Deni Avdija peut, en pleine possession de ses moyens, montrer ce que ça donne. Alors oui, avec l'Eurobasket, il s'est fait un petit pépin, mais je crois que c'est rien de très très grave. Par contre, s'il nous a montré bien quelque chose, c'est que ça a bossé sur le handle, ça a bossé sur le physique et ça a bossé sur le jeu offensif. Donc, parfois, il rend complètement dingue parce qu'il n'arrive pas à finir aussi bien à l'arceau et qu'il va mélanger ça avec une action 2 minutes plus tard où il te défend le meilleur joueur adverse et derrière il va faire la passe parfaite sur un pick and roll balle en main. Le gars a un potentiel vraiment exceptionnel. Et je crois qu'une des clés
pour faire basculer les Wizards justement dans cette sortie de ventre mou, ça passe notamment par Monsieur Deni Avdija. Parce qu'on on a débattu ces histoires de 5 majeurs, de savoir qui fait quoi. Alex, moi je souhaite qu'une seule chose, c'est que Deni Avdija, le 1er décembre, il n'y a plus de débat. C'est un titulaire à Washington et c'est le 3 qui s'occupe des sales missions défensives parce qu'il aime ça, qui apporte une espèce de ténacité que d'autres joueurs n'ont pas et qui colle parfaitement au rôle que les vétérans ne voudront pas avoir. C'est-à-dire qu'il va mettre du punch. Je veux que ça passe par lui. Et parce que si lui, ça passe pas, attention au management de Washington qui va continuer. Après, je vais avoir peur pour Johnny Davis. Hein. Attention aux jeunes qui débarquent à Washington et qui n'y arrivent pas. Donc, moi, j'y crois à fond. Rarement, tu sais, je crois aux vidéos de workout, genre, oh my god, Deni Avdija a tellement bossé sur son handle. Mais tu sais que là, cet été, je suis un peu tombé amoureux de Deni Avdija sur ses workouts. J'y crois fort, Alex. T'as vu des vidéos où il mettait tous ses shoots dans le corner? Je l'ai vu à 8/8 dans un gymnase. J'y crois Deni Avdija. Mais pourquoi pas, en tout cas, s'il progresse comme tu dis qu'il peut progresser, il aura un rôle crucial tactiquement pour les Wizards, ça c'est sûr. Et lui me fait cliquer vraiment sur Washington. Quand il est sur le terrain, let's go. Let's go Deni Avdija, let's go Monsieur Kristaps Porzingis. Nous sommes bons sur le Gérard d'or. Alex, est-ce qu'on va devoir finir avec la section du peuple? Pronostico? Allez. Let's go, c'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. L'avenir. On vous dit tout sur les chiffres à venir de la saison des Wizards. On va tout vous dire, restez connectés, extraordinaire. Quelle manière de communiquer sur Trash Talk, c'est formidable. Dans cette section, 24 secondes pour Alex et 24 secondes pour Bibi. Hein, peut-être une attaque bien exécutée par les Wizards. Mais avant ça, est-ce que tu es prêt pour la petite cote? Ouais, je suis prêt. La voici. Bradley Beal sera le meilleur marqueur de la NBA. Oh, la cote est énorme! La cote est énorme. 35, mais non, elle est boostée à 45. Alors, moi j'avoue que je suis assez surpris par cette cote. C'est giga haut quand même. Parce que Bradley Beal, là, avec les mecs qu'il a autour de lui, ok, Kuzma et Porzingis, faut qu'ils scorent un peu. Mais Bradley Beal, là, attention. S'il est à 30 points de moyenne cette saison, personne n'est étonné, non? Si, oui, exactement. Et on sait très bien, vu les dernières saisons, que quand t'es à 30 points de moyenne, souvent, t'es meilleur marqueur, en fait. Hein. Depuis que James Harden a arrêté de faire les Michael Jordan. Tout à fait. Voilà. Après, il faudra juste apprendre que quelqu'un apprenne à freiner Yanis, mais après, sinon, ça ira. Ouais, mais Yanis, il est plutôt à 29. Ouais, Embiid aussi, il a pas mal augmenté. Mais c'est vrai que Alex, il était co-meilleur marqueur de la NBA avec Stephen Curry. Il pourrait totalement être meilleur marqueur de la NBA cette saison. Donc, qu'il soit pas à 1,5, je comprends. Mais à 35, moi, tu vois, c'est une cote comme ça, au doigt mouillé, je l'aurais mis, je sais pas, à 6,5, 8,5. Ouais, voilà, 10, ouais. Allez. Là, 35 boosté à 45, j'avoue que c'est alléchant. Peut-être qu'il y a des gens qui savent des choses qu'on ne sait pas. Et alors, par contre, c'est pas parce que c'est alléchant qu'il faut faire n'importe quoi. C'est-à-dire que... Et bien sûr, elle est magnifique celle-là. Il faut surtout pas, même sur Bradley Beal, miser l'argent qu'on peut pas se permettre de perdre. Conseil simple. Mais si vous voulez continuer d'être capable de vous payer des belles cuillères en bois comme ça, faut pas miser l'argent que tu peux pas te permettre de perdre. Tout à fait. Voilà. Et si vous faites ça, c'est de l'argument, ça. Voilà. Et si vous continuez comme ça, vous allez faire tomber vos notes, ok? Alors maintenant, ça suffit. Est-ce que tu es prêt, Alex? Ouais, je suis prêt. Attends, over-under? Ah mais oui, l'over-under. Dis donc. 35,5. Oh, jackpot. Ça me paraît propre, hein? Ah, c'est ciselé, ça. Ouais, ça me paraît pas mal. Donc là, les fans des Wizards sont au PLS. Il y en a qui ont fermé l'onglet, là. Oh, fait chier. Les fans des Wizards font quoi? C'est 10 victoires trop bas. Mais on est au-dessus ou en dessous des Knicks? What? Est-ce que t'es prêt, Alex? Ouais, je suis prêt. Bon, bien évidemment, vous nous dites si vous pensez que c'est trop ou trop bas pour les copains de la capitale. Ce qui est sûr, c'est que Alex va nous donner son pronostic et son argumentaire sur la saison 2022-23 des Wizards. Attention, 3, 2, 1, Drew Gooden. 36 victoires pour les Wizards cette saison. Il me semble que ça les met 12e de l'Est, donc pas en play-in, pas en play-off. Je suis pas hyper convaincu par ce groupe. Je suis pas convaincu par la prolongation de Bradley Beal. Je me demande si cette raquette, quelle raquette Wes Unseld va pouvoir mettre en place pour défendre. Donc j'ai vu les prémices en début de saison dernière, mais voilà, 36 wins, c'est un peu un bof, quoi. Ok. Tiens. Je crois que nous n'allons pas être d'accord, mais sur une nuance. Tu es prêt? Vas-y. Attention, 3, 2, 1, top. 36 victoires également.
mais dans mon tableau, ça te fait rentrer dans le play-in. Et c'est ça qui va être beau, c'est que nos amis les Wizards vont pouvoir compter sur un bon Bradley Beal, une première bonne saison de Wes Unseld, un effectif avec des vétérans intéressants, Monte Morris, Will Barton, Kyle Kuzma, Kristaps Porzingis, ce ne sont pas des gamins. On a du joueur de plus de 27 ans pour entourer un franchise player. Allons-y, continuité, évitons de faire le bordel. Et je les attends pour essayer de créer la surprise au Play-in Tournament. Je sais pas pourquoi Alex, mais je suis un petit peu plus hypé, je pense, que la moyenne sur les Wizards cette saison. What the fuck? Yes, sir. Attends, mais je comprends pas. Non, Les c'est Knicks, moi qui comprends pas. Tu leur avais donné combien, les Knicks? Le même total. Je vais vous monter mon tableau. Ah, et tu les mets derrière. Ah, bien sûr. Les Knicks sont pas en play-in chez toi, oui, c'est vrai. Ah, ben non. Donc toi, tu mets les Knicks devant les Wizards. Oui. Eh ben, je vais montrer tout de suite le gros tableau. Oui, monsieur. Alors, oui. Mais attends. Quoi? D'accord. Bah oui. Ok. Ah oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok. Il y a une équipe dirigée par un gros joueur sur laquelle on n'est pas d'accord. On va voir. Ah, tu parles des Bulls? Non. Tu parles des Raptors? Tu parles des Raptors, toi. T'es sur des Raptors. Oh là. la vache. Non mais c'est bien parce qu'on a le même total, mais on n'a pas la même vision. Très bien. Par contre, 12e, les Raptors, Bastien, tu abuses. Oui, désolé pour les fans des Cavs. J'ai mis, j'ai mis Cleveland évidemment top 15. Ok, eh bien dites-nous justement, formidable. Ah, ça va créer des beaux débats cette saison, j'aime bien. Dites-nous vous, où est-ce que vous voyez les Wizards? Est-ce que on les met dans le bas et ça joue la draft, ou est-ce que ça va être tenté de jouer le play-in et les playoffs autour de monsieur 250 millions de dollars, Bradley Beal? Un petit truc à ajouter avant que je fasse l'outro comme d'hab? Non, mais ils vont essayer de jouer le play-in, mais oui. Ils vont pas y arriver. Voilà ce que je dis. Oh là là, très bien. Et bah écoutez, dans tous les cas, ce qui va se passer, c'est simple. On va vous faire des bisous. Merci à Léonce comme d'hab, à la Real. On se retrouve demain midi pour une nouvelle preview des 30 prévus en 30 jours. Dites-nous ce que vous pensez de toutes ces questions et de la saison des Washington Wizards. Comme d'hab, je vous laisse avec le petit indice. L'indice, c'est Ryan Anderson et Marquise Chris. Magnifique. Ryan Anderson et Marquise Chris. À demain pour une nouvelle preview. Des bisous, à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao. I know you